Avec mon pote Nico, on s'était prévu de se faire une mini-ride d'un week-end dans le coin. Un matin, il m'appelle, il me dit « Frère, à Boulogne, il y a un aquarium incroyable, une crypte incroyable, c'est incroyable, t'es chaud ?» Je lui ai répondu « Gars, c'est ouf, j'adore les aquariums et j'adore les cryptes. Je suis chaud, je conduis. » Non, en vrai, ça paraît pas, mais à Boulogne-sur-Mer, il y a le plus grand aquarium de France et il y a l'une des plus grandes cryptes de France. Et même en dehors de ça, la ville a eu une grande importance à une certaine époque. Il y a des belles choses à voir et il y a de l'histoire. C'est donc un nouveau format que je vous présente là, un épisode caméra à la main, où je vais essayer de vous faire découvrir un lieu historique ou en rapport avec l'histoire. Ça sera pas le seul, j'ai d'autres lieux en tête, des plus petits comme des plus grands. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de se rendre partout et ça peut permettre de découvrir et d'apprendre quelques petits trucs. Donc aujourd'hui, on commence par Boulogne-sur-Mer. Le site de l'actuelle Boulogne-sur-Mer, ou Gesoriacum Bononia en latin, était durant l'Antiquité une ville de première importance dans le nord de la Gaule. Située non loin des côtes bretonnes, celle de l'île de Britannia, elle était un point stratégique pour la toute-puissante Rome. D'abord prise au peuple gaulois des Morini, un port romain y est fondé, le Portus Itius. Et c'est de là que Jules César lance ses expéditions pour tenter d'envahir la Bretagne, en 55 et 54 avant Jésus-Christ. Il y échoue, mais déjà le site se destine à devenir un axe central vers lequel convergent de nombreuses routes. La conquête de l'île est finalement accomplie sous l'empereur Claude en 43 après Jésus-Christ, et Gesoriacum Bononia devient une véritable base navale où stationne la Classis Britannica, la flotte de Bretagne, qui siégera dans un castrum, toujours de forme rectangulaire. Le site devient également le port d'embarquement officiel de la Gaule vers la Bretagne, à destination de l'actuelle Douvres. Logiquement, elle fait également office de bureau de douane ou de station du Cursus Publicus, la poste impériale vitale aux communications au sein de l'Empire. Plusieurs siècles plus tard, à une époque où les rois de France n'étaient pas encore totalement maîtres de leur territoire et où les comtes du royaume étaient parfois plus puissants que les rois eux-mêmes, le comté de Boulogne est loin de faire pâle figure. Le beffroi de la ville est son plus ancien édifice. Il fut bâti au XIIe siècle. C'est un ancien donjon, vestige d'un premier château comtal. En 1203, dans le cadre du mouvement communal, le comte de Boulogne Renaud de Damartin accorde à la ville sa première charte, elle qui offre à ses habitants plus d'autonomie vis-à-vis de leur seigneur. Philippe Auguste est l'un de ces rois de France qui participa activement à l'affermissement du pouvoir royal. En 1214, après sa victoire décisive à la bataille de Bouvines contre la coalition de l'Angleterre, de l'Empire et de comtes flamands belliqueux et encore insoumis, Philippe Auguste s'impose comme maître incontesté au nord du royaume. Renaud de Damartin est alors fait prisonnier et son comté est attribué par Philippe Auguste à l'un de ses fils, Philippe Urepel, qui en prend possession en 1223. C'est alors que la haute ville médiévale calque ses remparts, percés de 4 grandes portes, sur l'ancienne muraille romaine qu'elle vient rehausser, ce qui lui donne sa forme rectangulaire particulière. Encore aujourd'hui, pour rentrer dans la vieille ville, il faut passer sous ces imposants remparts, sauf qu'aujourd'hui on peut le faire en voiture. Moi qui ne suis pas forcément encore habitué à ce genre de vieille ville fortifiée, je dois vous dire que ça fait un peu bizarre d'y passer en voiture, on se demandait même si on avait le droit d'y passer. L'ancien chemin de ronde est aujourd'hui un lieu de balade, du haut duquel j'aime bien m'imaginer d'un côté des forêts à perte de vue, et de l'autre une ville médiévale avec seulement les bâtiments d'époque. De cet angle, on voit bien la forme rectangulaire des murailles. L'angle nord-est de la muraille est lui complété en 1231 d'un château comtal dans lequel s'installe le nouveau comte de Boulogne. La ville basse se développe elle au sud-ouest de la ville fortifiée jusqu'à la mer. Au sein des remparts s'est développée une église médiévale de style roman. L'église fit l'objet d'un important culte à la Vierge dite notonnière et de nombreuses modifications au cours du temps. Le culte marial trouverait ses origines dans l'échouement miraculeux d'une statue de la Vierge sur le rivage de la ville en 636. Il prit tant d'importance que de nombreux rois de France se rendirent à l'église Notre-Dame de Boulogne pour lui rendre hommage. Philippe le Bel décide même de créer une sorte de raccourci au culte par l'édification d'une église dédiée près de Paris. Autour de cette église se développera plus tard la ville qu'on appelle aujourd'hui Boulogne-Billancourt. Avec une anecdote pareille, vous pourrez sûrement briller en société. L'église médiévale fut détruite en 1798. L'abbé Affringe s'érige par la suite architecte et se voue à la reconstruction de l'église de 1827 à 1866. C'est ainsi qu'est édifiée l'imposante basilique Notre-Dame, remarquable notamment par son dôme, la première chose que l'on aperçoit encore aujourd'hui en entrant dans la ville. Mais datant du 19e siècle, ce n'est pas elle qui va nous intéresser sur cette chaîne, mais plutôt ses sous-sols.
Probablement comblée depuis 1307 à l'occasion d'un précédent chantier, l'ancienne crypte est redécouverte dès 1828 lors des travaux. Progressivement déblayée, on y découvre un dédale de salles souterraines délimitées par les murs de fondation de l'ancienne église. Sur les murs de la crypte, vous pourrez aujourd'hui observer de nombreuses peintures consacrées à la chrétienté, dont les auteurs nous sont aujourd'hui malheureusement totalement inconnus. Elles ont été réalisées au fur et à mesure de l'avancée des travaux sous la direction de l'abbé Affringe. L'ensemble de la crypte est de nouveau restauré et valorisé de 2010 à 2015. Elle est, avec ses 1400 mètres carrés, l'une des plus vastes de France, et c'est par elle que notre visite commence. Les plus anciens vestiges qui puissent y être observés datent du IIIe siècle et attestent de l'occupation romaine du site. Très représentatif du style romain, on trouve notamment cette inscription gravée dans la pierre, ou ce chapiteau d'ordre dorique qui couronnait autrefois une colonne. Peut-être plus impressionnant, on trouve plus loin les fondations d'une des casernes de la Classis Britannica, parfait témoignage de l'existence du camp romain. Datant du IIe siècle et découverte en 2012, elles sont les rares témoignages d'architecture monumentale de cette époque. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à sa destruction en 1798, c'est donc une église médiévale de renom, l'église Notre-Dame, qui se trouvait en lieu et place de l'actuelle basilique Notre-Dame. En plus de quelques bases de colonnes datant du XIIe et XIIIe siècle, des éléments d'architecture de son portail gothique datant du début du XVe siècle, tels que cette corniche et ses culots, cet ébrasement, ou celui-ci, ce buste, cette assise moulurée, ou encore ce chapiteau, sont aujourd'hui exposés dans la crypte. Cette gargouille date quant à elle du XVIIe ou du XVIIIe siècle. L'église médiévale ayant servi de lieu d'inhumation durant des siècles, de nombreux ossements y ont été retrouvés. Cependant, ce ne sont que quelques éléments de mobilier funéraire qui y sont aujourd'hui visibles. Ce sarcophage en pierre à la datation incertaine pourrait remonter jusqu'à l'époque mérovingienne. Cette dalle funéraire, celle d'un certain Ansel Bise, date de 1304. Sa forme rectangulaire, son image centrale ainsi que l'épitaphe l'entourant sont significatifs des plaques tombales du Moyen-Âge. Au-dessus, on peut y observer quelques fragments datant également du XIVe siècle. Dans un autre registre, on peut ici voir une cuve baptismale circulaire faite de pierres calcaires et décorée d'une frise. Datant du XIIe siècle, elle servait à accueillir l'eau bénite utilisée lors de la cérémonie du baptême. On peut en asperger le baptisé, ou si la cuve est assez grande, l'y immerger. La région en était, semble-t-il, un lieu de production. Cette partie de la crypte en est sa pièce centrale et originelle. De style roman, elle daterait de la fin du XIIe siècle, et c'est par elle que la crypte fut redécouverte. Elle fut restaurée dès sa redécouverte au XIXe siècle. Son voûtement actuel, une simple courbe, est contemporain de cette restauration et diffère de l'original en voûte d'arête. Les rangées de colonnes délimitées alors 3 nefs de même hauteur. L'histoire des arts n'étant pas ma spécialité, je ne me risquerai pas à une plus grande analyse. Cette partie-ci de la crypte est beaucoup plus récente puisqu'elle date de la reconstruction de l'église. Elle se trouve sous l'imposante rotonde de la basilique et lui sert de fondation. Contrairement aux autres salles, elle n'est pas délimitée par les murs de fondation de l'ancienne église. Au centre se trouve un cénotaphe installé dans les années 1870 et dédié à la Vierge. Cette dernière salle m'avait paru assez atypique et peu conventionnelle. Et c'est bien normal puisqu'elle est en fait une véritable mise en scène consacrée à Jésus-Christ. Cette arcade de pierre rustique symbolise le tombeau du Christ. Au fond de la pièce sont représentées les 3 croix sur lesquelles furent crucifiés Jésus ainsi que 2 autres condamnés sur la colline du Golgotha, et qui laisse aujourd'hui sa place à l'église du Saint-Sépulcre. On ne le voit pas ici, mais à l'entrée de la salle sur la gauche se trouve le tombeau de l'abbé Affringe, mort en 1871, lui qui a fait bâtir la basilique. La crypte accueille aujourd'hui une belle collection d'orfèvrerie liturgique. Ce reliquaire monstrance du XVIe siècle, de bronze doré, servait à l'exposition de l'hostie aux fidèles. Cette croix reliquaire de la vraie croix date, elle, du XVe siècle. D'argent et d'émail, elle aurait donc contenu une relique. Mais les pièces les plus précieuses sont certainement cet ostensoir de 1667, remarquable par sa taille et sa richesse, mais surtout ce reliquaire du 500 qui aurait été offert par Philippe le Bel en 1308. Sa magnifique composition d'émaux entoure un oculus par lequel on pouvait observer la relique. D'autres pièces sont également visibles mais sont beaucoup plus récentes, puisqu'elles datent du 19e siècle. Vous pourrez ainsi observer cette statue de procession, ses couronnes, ou cet ostensoir, mais encore tout un tas d'objets liturgiques qui vont très vite vous faire relativiser votre joli petit service de table. Clairement, si ta théière ressemble à ça... C'est inventé une appli qui s'appelle Google. J'aurais pas dit mieux.
Voilà qui termine ce tour de la crypte de la basilique Notre-Dame. Évidemment, je ne vous ai pas tout montré et il vous reste des choses à y découvrir si jamais je vous ai donné l'envie d'aller la visiter vous-même. Ce n'est qu'à peine plus d'une rue de distance que la suite de notre voyage historique continue, dans ce château du XIIIe siècle, qui est donc placé à l'un des angles du rempart. Après avoir été édifié par l'un des fils de Philippe Auguste, Philippe Hurepel, alors devenu comte de Boulogne, à l'occasion de travaux de fortification de la ville, le château deviendra beaucoup plus tard une caserne, puis une prison après la Seconde Guerre mondiale. Malgré la présence de douves, on peut remarquer l'absence de donjons, ce qui montre un léger effacement du caractère défensif. L'ajout de fenêtres date quant à lui du XVIIIe siècle. Les sous-sols couverts de voûtes en berceau servaient autrefois de cave. Aujourd'hui, on peut y observer des vestiges remontant encore une fois jusqu'à l'époque romaine. Depuis 1988, l'édifice accueille le musée de Boulogne et vous allez voir que ses collections réservent quelques petites surprises. Outre les peintures classiques, ce musée nous a surpris par son étonnante diversité de cultures. C'est ainsi que nous avons vu se côtoyer Égypte antique, avec ce sarcophage, ou cette momie qui daterait du 7e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, Grèce antique avec une grande collection d'amphores en céramique et à figures noires, celle-ci date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Plus surprenant, ce récipient inca du XVe siècle, mais plus encore ces armes polynésiennes entourées de dents de requin. D'autres cultures étonnantes y sont également présentes, mais évidemment la salle qui a le plus attiré mon attention, c'est cette petite salle ronde dédiée à l'époque mérovingienne. Ces objets que vous allez voir datent pour leur grande majorité des 6e et 7e siècles. Comme beaucoup de vestiges de cette époque, ils ont été retrouvés dans des lieux funéraires, enterrés aux côtés de leurs propriétaires. Et si vous imaginez les habitants du début du Moyen-Âge comme de véritables barbares, vous allez vite vous détromper. Comme souvent, on trouve de nombreux vases en céramique qui nous renseignent sur le quotidien des gens qui les utilisaient, leurs habitudes alimentaires, la maîtrise des techniques céramiques ou encore l'évolution artistique. Nous avons ici différentes clés de bronze qui illustrent la maîtrise des techniques de serrurerie. Peut-être serez-vous surpris de découvrir ce peigne en os ou cette pince à épiler. Parce que même quand on s'appelle Galsvint ou Gondric, on a le droit d'avoir la classe. Ces pièces sont des solidus, c'est-à-dire une monnaie romaine d'or, frappée sous le règne d'Anastase, un empereur byzantin, qui est représenté sur celle du haut. On peut lire une partie de son prénom dans les inscriptions entourant le portrait, Anastasius. Ces pièces sont contemporaines de Clovis. Alors je sais pas du tout combien vaut celle-là, mais sur internet j'ai vu des pièces semblables approcher les 1000 €. Quand même. On peut ici voir de nombreux bijoux, bagues en or, collier de perles, celui de gauche est fait d'ambre. En dessous se trouvent des boucles d'oreilles. On a ici des bracelets et des garnitures de ceinture. En bas de l'image, vous pouvez observer différents pendentifs. Ces magnifiques bijoux sont des fibules. Elles servaient à attacher les vêtements alors que les boutons n'existaient pas encore. De taille et de formes diverses, elles étaient comme vous pouvez le voir richement décorées de bronze, d'or et de verroterie comme ici, ou même de pierres précieuses. Pouvant être portées à différents endroits du corps, elles prouvent la maîtrise et la finesse dont pouvaient faire preuve les hommes du début du Moyen-Âge. C'est marrant d'observer comment l'accent a été mis sur des choses qui sont très banales aujourd'hui. Les boutons de chemise, tout le monde s'en fiche. Changement d'ambiance avec ces différentes armes. Se côtoient ici ces différents couteaux, cette poignée d'épée longue, ces haches, ces umbos, la partie bombée au centre des boucliers, ou encore ces pointes de lance. Lors de la construction d'une gare de péage non loin de la ville, des fouilles archéologiques permirent de mettre à jour une nécropole mérovingienne de 28 tombes. L'une d'entre elles s'est révélée être la tombe d'un haut personnage de sa communauté, en attestent les effets personnels qui y furent retrouvés. Bon attention je tease mais y a rien de vraiment ouf hein. Nous pouvons ici observer une hache ainsi qu'une épée longue dans son fourreau en cuir et en bois. Il était en effet dans la coutume d'enterrer le défunt aux côtés de ses armes, l'aspect guerrier étant central dans la société germanique, ou encore avec ses bijoux et autres effets personnels, ainsi que des offrandes. Tout ceci permet de renseigner sur la place dans la société qu'occupait le défunt. Mais ce qui est certainement la plus grande surprise de ce musée ne date pas de l'époque mérovingienne. Elle est beaucoup plus récente que ça. Au début du 19e siècle, l'entreprise expansionniste d'un homme ligue l'Europe contre lui. 1804, l'année où il se proclame empereur, est également celle où il installe un de ses camps à Boulogne, avec pour projet d'envahir l'Angleterre, 1859 années après Jules César. 2000 navires sont construits, mais c'est à l'intérieur des terres qu'il va rencontrer le succès. Son chef-d'œuvre militaire est accompli dès 1805 à la bataille d'Austerlitz, et il n'est même pas encore à son apogée. Dans la ville, de nombreux monuments attestent de la présence napoléonienne, et dans le musée, ce ne sont que quelques-uns de ses effets personnels que vous pouvez aujourd'hui observer. Cette lettre, signée de sa propre main et dans ce même camp, ce gobelet d'argent recouvert d'or, cette bague ornée de diamants,
Mais surtout, ce chapeau emblématique du personnage. Spécifique à sa personne, sa sobriété lui permettait de se différencier de ses subordonnés. Il en fit commander de nombreux, certains étant perdus sur les champs de bataille ou simplement oubliés ça et là. Celui-ci a été oublié à Boulogne alors qu'il a abandonné l'idée d'envahir l'Angleterre. C'est donc un authentique chapeau qui fut porté par Napoléon lui-même. J'étais même pas au courant qu'il en restait encore quelques-uns, alors autant vous dire que pour moi c'était un peu le clou du spectacle. Malheureusement, lâchement spoilé par mon ami Nicolas. Et je vais lui cacher la surprise, je vais aller le spoiler. Théo, j'ai un truc à te dire. Juste pour que t'aies pas la surprise, là-bas il y a le chapeau de Napoléon. Ça me fait toujours bizarre de me dire qu'un objet a été tenu ou porté par un personnage historique. Là, je me dis que la tête de Napoléon est rentrée là-dedans. Aujourd'hui, on voit ce chapeau comme un vestige, mais à l'époque, quand quelqu'un le voyait, c'était quand même sur la tête de l'un des personnages les plus puissants de l'Europe. Ça force le respect. Enfin, je me fais toujours un peu ce genre de réflexion là con, mais en vrai, ça me fascine. Donc voilà pour ce premier épisode en ride. Le but, c'était de faire découvrir l'aspect historique de certains lieux banals ou inintéressants aux premiers abords et auxquels on n'accorde pas forcément d'importance, mais qui ont pourtant de l'histoire à raconter. Et pour les prochains épisodes, ça pourrait être de découvrir plus en profondeur des lieux célèbres mais dont on ne voit que l'aspect extérieur. Regarde. Ça a été fait probablement avec un pinceau à 3 poils. Mais c'est pas une expression, c'est littéralement des pinceaux, il y a 3 poils dessus. Regarde. Il a dû mettre sa touche en plein milieu de l'œil. Et c'est le seul truc qui fait que l'œil ait l'air vif, finalement. C'est ce pinceau à 3 poils qui donne toute la dimension du portrait. C'est ce petit reflet blanc qui donne l'impression qu'il y a une fenêtre derrière, qui donne l'impression qu'il y a quelque chose d'autre derrière. La technique de la peinture à l'huile, l'avantage en fait, c'est que l'huile est mélangée à des produits qui maintiennent la peinture humide pendant hyper longtemps. Et en fait, les gens peuvent la retravailler, je veux dire. C'est pas comme l'acrylique. La peinture, elle reste humide et tu peux venir retravailler la couleur, là. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce rendu vachement homogène, tu vois, vachement mielleux. Ça, c'est grâce à la peinture à l'huile. Quand tu vois de la tempera sur bois, la tempera, c'est la gouache. La gouache, c'est des grosses touches. La peinture à l'huile, c'est smooth, tu vois, c'est sexy, tu vois. C'est tout l'intérêt de cette peinture. Parce qu'autrement, c'est très relou à faire.